La lumière du gymnase me brûle la peau. Loin de la douceur d'une fête, c'est une agression froide, cruelle. Cette lumière m'expose à tous. Je suis là, figée au centre de la piste. Une tache rouge macule ma chemise blanche. Ce n'est pas du sang, mais l'humiliation, elle, est bien réelle. Ce sirop poisseux colle à ma peau comme une souillure. Je suis l'invisible jouet de leur cruauté. Une poussée traître dans le dos. Je perds l'équilibre, m'effondre, et le punch se déverse sur moi. Je me relève. Le sirop froid coule sur ma peau. Le silence se fige, brutal, autour de moi. Le silence tombe. Sans regard se braque sur moi. Je reste immobile, les poings serrés à m'en faire mal. Je n'ose pas bouger, je n'ose pas parler. Je attends ce qui va venir. Le silence ne dure qu'une seconde avant de voler en éclats. Un rire sec jaillit près de la porte. En 5 secondes, le rire explose. Il sature le gymnase et s'enfonce en moi comme des éclats de verre. Ce n'est pas un rire complice, c'est une lame tranchante qui déchire mes entrailles dans un silence imposé. Ni pitié, ni échappatoire. Je reconnais ce rire glacial, c'est celui des invincibles. Les invincibles. Rois du lycée, ils règnent sur tout leur destin semblant tracé dans l'or. Mon destin était l'ombre, invisible. Aujourd'hui, ils ont décidé de me rappeler ma place. Leur rire est une condamnation. Je ne suis qu'une cible, figée, le sang bat mes tempes, les oreilles en feu. Chaque éclat de rire me traverse la poitrine comme une flèche. Je lève les yeux, c'est eux, adossés au mur, décontractés, comme si cette cruauté était un geste naturel. Thomas, le capitaine de l'équipe de foot, a passé son bras autour de la taille de Chloé. Il me regarde, la bouche entr'ouverte dans un sourire moqueur. Chloé cache son rire derrière sa main. Ses yeux brillent de plaisir mauvais. Il me regarde comme si j'étais un insecte écrasé sur le bitume. Rien de plus, rien de moins. Ils ont dit après, ce n'était qu'une plaisanterie, une petite blague entre amis, rien de méchant. Ils disent que j'exagère si je me vexe, comme si c'était ma faute, si je n'avais pas été là au mauvais moment, comme si je n'avais pas été assez visible pour éviter leurs coups par derrière. Ils ne voient même pas la raison pour laquelle je devrais être en colère. Pour eux, je n'existe pas assez pour mériter leur respect. Je n'existe pas assez pour qu'ils se demandent si ce qu'ils font me fait mal. Ce jeu leur a semblé si évident, si naturel. Prendre la fille invisible, la pousser dans le bol, faire rire toute la salle, c'est un bon divertissement pour une soirée de bal, rien de plus. Et c'est exactement ce geste, cette indifférence glaciale pour ce que je peux ressentir, qui scelle tout. C'est cette plaisanterie qui change tout pour toujours. À ce moment précis, quelque chose craque en moi. Ce n'est pas la colère qui éclate. La colère est bruyante, elle crie, elle s'évapore en quelques larmes qui sèchent vite sur les joues. Ce n'est pas non plus la honte qui me replie sur moi-même, qui me fait courir vers la porte en pleurant. C'est quelque chose de plus froid, de plus dense, qui se dépose lentement dans mon ventre et n'a plus jamais bougé après ça. C'est une détermination glaciale qui ne demande pas de crier, qui ne demande pas de larmes pour attirer la pitié. Elle demande juste d'attendre. Elle demande de garder tout pour soi, pour plus tard. Je ne bouge pas d'un pouce pendant 10 secondes. Je ne réponds pas aux cris. Je ne baisse pas la tête. Je regarde droit devant moi, leur silhouette floue derrière le rideau de rire. Je mémorise chaque voix, chaque silhouette, chaque éclat de rire qui m'a transpercé. Puis je me baisse. Je ramasse mon sac à dos par terre, sous leurs yeux. Je ne dis pas un mot. Je ne verse pas une larme. J'ajuste ma ceinture contre mes hanches. J'essuie un peu de punch collant sur ma joue avec le dos de ma main. Le sucre colle déjà à ma peau, mais je ne m'arrête pas pour le nettoyer plus. Je commence à marcher vers la sortie. Le bruit de leur rire résonne toujours dans mes oreilles. Il ne s'éteint pas quand je pousse la porte du gymnase. Il reste accroché à moi comme des tirs de sommation qui marquent le départ. C'est ici,
ce pas vers la porte, que ma vie bascule pour toujours. Cette nuit-là, je rentre chez moi seule. Je tourne la clé dans la serrure de ma chambre. Le poids du sac sur mon épaule est toujours lourd. Le punch colle encore à ma peau par endroits. Mais je ne vais pas directement me changer. Je ne me jette pas sur le lit pour pleurer, comme je l'ai fait tant de fois après les moqueries, après les coups bas, après les blagues qui me laissaient seule et honteuse. Je ne verse pas une larme. Je pose mon sac directement sur le bureau, devant la fenêtre ouverte. Le vent frais de nuit entre dans la pièce, il emporte l'odeur de punch sucré qui me collait depuis des heures. Je tire la chaise en bois vers moi. Je m'assois. J'ouvre la fermeture éclair du sac. Je sors mon ordinateur portable. La coque est grattée au coin. C'est un modèle d'occasion que ma tante m'a donné il y a 3 ans. La batterie tient à peine 2 heures quand je ne suis pas branchée. Le ventilateur fait un bruit sourd quand je l'allume. Il ronronne comme un vieux chat malade. J'attends que le système se charge. Les années défilent dans ma tête pendant ce temps. J'ai passé des années à observer. J'ai passé des années à écouter. J'ai noté tous les petits détails que personne ne veut voir, tous les petits mensonges, tous les petits coups bas, tous les secrets que les invincibles cachent derrière leur sourire parfait. Ils pensent que je suis invisible. Ils m'ignoraient, j'étais leur fantôme. Ce soir, tout bascule. Je deviens l'architecte de leur chute. Pendant des années, j'ai vécu dans les angles morts de leur existence. Je suis la fille qui reste au fond de la salle de classe. Je ne lève jamais la main pour répondre. Je ne participe jamais aux fêtes. Je ne m'incruste jamais dans leur groupe. Je suis celle qui répare les ordinateurs des professeurs quand ils plantent. Je suis l'ombre qui répare le réseau en plein cours. Celle dont personne ne retient le prénom le lundi matin. Cette invisibilité, c'est ma plus grande force. Personne ne surveille l'ombre, personne ne fait attention à ce que peut faire la fille qui ne compte pour personne. J'ai découvert la faille dans le réseau du lycée par hasard, il y a 2 ans, quand j'étais en seconde. Je cherchais les corrigés d'un devoir de mathématiques. J'ai tapé la mauvaise adresse sur le navigateur et je suis tombée directement sur le serveur de stockage des données administratives du lycée. Personne n'avait corrigé le défaut de configuration. Personne ne s'est jamais rendu compte que quelqu'un d'extérieur aux administrateurs pouvait y accéder. Depuis ce jour, je peux naviguer librement dans tous les dossiers. Je peux lire tous leurs échanges de mails. Je peux consulter leurs dossiers scolaires. Je commence par le dossier de Thomas. Il est considéré comme intouchable par tout le lycée. Le petit prodige du sport, avec une bourse universitaire déjà garantie dans une grande école. Tout le monde le dit promis à une carrière de foot professionnelle. Je me connecte au serveur toutes les nuits, après avoir fini mes devoirs. Je laisse l'écran éclairer seule ma chambre, le store tiré pour ne pas attirer l'attention. Je fouille pendant 3 nuits complètes, triant les mails, parcourant tous les échanges enregistrés depuis 2 ans. Je tombe enfin sur ce que je cherche. Des messages échangés 6 mois plus tôt entre Thomas et le directeur sportif du lycée. Il parle des tests antidopage prévus avant les compétitions régionales. Il parle de falsification, de substitution d'échantillons. Rien n'est écrit en termes clairs, pas de preuve irréfutable à première vue. Mais c'est assez pour semer le doute. C'est assez pour faire ouvrir une enquête qui détruira son image. Je ferme le dossier de Thomas. Je sauvegarde les fichiers sur un disque dur externe caché dans le tiroir de mon bureau. Je passe ensuite à Chloé, la parfaite Chloé, qui organise toutes les collectes de charité, qui prend la parole aux assemblées des élèves, qui est coprésidente du bureau des étudiants. Je passe toutes mes nuits pendant 2 mois à travailler. Chaque soir, après que ma mère a éteint la lumière dans le couloir, je déconnecte le Wi-Fi pour ne pas que la connexion soit visible depuis l'entrée. Je branche mon ordinateur sur batterie pour ne pas que le bruit du chargeur ne révèle ce que je fais. Je copie chaque document, chaque mail, chaque facture trouvée sur le serveur du lycée. Je les renomme. Je les classe dans des dossiers séparés, par personne, par type de faute. Je vérifie 2 fois chaque ligne, chaque numéro de compte, chaque date. Je compresse tous les fichiers sur un disque dur externe, puis sur une clé USB cachée derrière le miroir de ma chambre.
Je ne laisse aucune trace sur mon propre ordinateur. Mes yeux brûlent à force de rester fixés sur l'écran bleu. Je m'arrête de temps en temps pour frotter mes paupières, pour boire un verre d'eau froide qui me réveille. 2 fois, le pare-feu du serveur a envoyé une alerte après une connexion trop longue. J'ai dû fermer la session en vitesse, débrancher le câble réseau, attendre une demi-heure avant de me reconnecter. Mon cœur battait la chamade chaque fois, comme si quelqu'un était déjà derrière ma porte, prêt à me surprendre. Mais je ne m'arrête pas. Je continue chaque nuit, une pièce après l'autre, une preuve après l'autre. Mon château de cartes est prêt. Chaque faute est posée. Après 2 mois, un simple souffle fera tout crouler. Ma vie à côté continue comme avant. Rien ne semble avoir changé pour les autres. Le matin, je me lève à la même heure. Je prends mon petit déjeuner avec ma mère, qui ne remarque rien d'autre que mes cernes un peu plus marquées. Je marche vers le lycée, la tête baissée, mon sac sur l'épaule. Je m'assois au fond de la classe, comme toujours. Quand le professeur me demande de répondre à une question, je me lève doucement, je donne ma réponse sans lever la voix, puis je me rassois. Je souris quand c'est nécessaire. Je rends mes devoirs en temps et en heure, comme tous les autres élèves. Je dépanne l'ordinateur du professeur de physique quand le réseau plante, comme je l'ai toujours fait. Personne ne me regarde plus que d'habitude. Personne ne suspecte rien. Pour eux, je suis toujours la fille qui ne compte pas, celle qui reste dans l'angle mort de leur vision. Mais tout a changé pour moi. La nuit, quand tout le monde dort, je suis celle qui tire les ficelles. Je vérifie une dernière fois les dossiers. Je trie à nouveau les preuves. Je m'assure qu'aucune trace ne subsiste sur le serveur. La tension monte en moi chaque jour. Une excitation sombre qui me fait trembler les mains quand je me connecte au réseau. Parfois, je me réveille en sueur la nuit, persuadée que quelqu'un a découvert mon plan. Mais je me rendors vite. Je sais que personne ne viendra me chercher. Personne ne cherche l'ennemi dans l'ombre. Paradoxalement, je n'ai jamais autant aimé être en vie. Pour la première fois depuis que je suis entrée dans ce lycée, je contrôle ce qui m'arrive. Je n'ai pas prévu de tout balancer d'un seul coup. Une explosion brute, ça attire l'attention tout de suite. Ça fait du bruit pendant 3 jours. Tout le monde en parle, puis on oublie. 1 semaine plus tard, plus personne n'y pense. Les médias passent à autre chose, les élèves retournent à leurs habitudes. Thomas et Chloé retrouveraient leur place au bout de quelques mois. Ils reconstruiraient leur réputation sur le mensonge de la victime d'un complot. Ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas juste, ce n'est pas la punition qu'ils méritent. Ils m'ont fait vivre dans l'humiliation chaque jour, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds dans ce lycée. Ils ont accumulé les coups un par un, petit à petit, chaque semaine, chaque mois. Ils ont mangé ma confiance en moi, centimètre par centimètre. Je veux leur rendre la même chose. Je veux une érosion lente. Je veux que chaque nouveau problème leur tombe dessus quand ils s'y attendent le moins. Je veux qu'ils commencent à douter. Je veux qu'ils se demandent où est la prochaine faille, qui va parler la prochaine fois. Je veux que la paranoïa les ronge petit à petit, qu'elle creuse des trous dans leur assurance, qu'elle les fasse se battre entre eux pour sauver leur propre peau. Je veux qu'ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds, chaque jour un peu plus, chaque semaine un peu plus loin. Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait de ne plus être sûr de rien, de voir ce que tu as construit se détruire lentement, sans pouvoir rien faire pour l'arrêter. Je ne veux pas que ça se termine vite, je veux que ça dure. Je veux qu'ils souffrent aussi longtemps que j'ai souffert. C'est mon choix. L'érosion lente a commencé. Le premier coup va tomber la semaine prochaine. La première semaine après le bal, c'est au tour de Thomas. J'ai préparé l'email anonyme la veille au soir. J'ai vérifié 3 fois l'adresse du conseil de discipline. J'ai masqué mon adresse IP, j'ai effacé toutes les traces d'envoi sur le serveur. Je clique sur « Envoyer » depuis mon ordinateur, assise dans ma chambre après le dîner. L'email part. Le message ne dit pas grand-chose. Il indique juste que des élèves ont vu Thomas échanger les réponses avec son meilleur ami par texto pendant l'examen final d'économie de janvier. Il joint une copie floue d'une capture d'écran, assez nette pour semer le doute.
pas assez pour que l'on puisse contredire l'information. Je ne demande pas son exclusion immédiate, je demande juste une enquête. C'est suffisant. Le lendemain, je guette devant le bureau du proviseur. Feignant de chercher un cahier, je l'observe. Avec 10 minutes de retard, il arrive confiant, il croit à un simple contrôle de routine, ignorant le piège. Il a sa bourse garantie, il est le chouchou du directeur sportif. Rien ne peut l'atteindre. Il pousse la porte du bureau, il la referme derrière lui. La discussion dure plus d'1 heure. Il ressort livide. Sans un regard pour personne, il traverse le couloir, tête basse et poings serrés. La 2e semaine après le bal, c'est au tour de Chloé. Je ne dévoile rien moi-même. Je laisse la découverte arriver par la bonne personne. J'ai glissé un fichier contenant les premiers écarts comptables dans le dossier partagé du trésorier du club des élèves. C'est un élève de première S, méticuleux, qui déteste les erreurs et n'a jamais pardonné à Chloé de l'avoir humilié en réunion publique. Il vérifie les comptes pour l'audit annuel, comme prévu. Il tombe sur le fichier, il compare les chiffres un par un, il trouve les écarts, il trouve les virements cachés vers le compte personnel de Chloé, les factures falsifiées pour les stages de stylisme à Paris, les 1200 € collectés pendant la kermesse, tous partis pour ses dépenses personnelles. Il porte la découverte directement devant tout le conseil des élèves, la semaine même. Chloé est convoquée d'urgence. Elle essaie de nier au début. Elle crie au complot. Mais les preuves sont là, claires, indéniables, datées et signées. Elle ne peut pas se débarrasser de ça. Elle doit rendre tout l'argent. Elle doit justifier chaque centime devant tout le conseil. Son image de princesse parfaite, celle qu'elle a construite pendant des années, prend un coup énorme. Je m'assieds tous les midis à ma table au fond de la cantine. Je mange mon sandwich, je feins de lire un cours et je les observe. Je vois leur cercle qui se rétrécit chaque jour. Les amis fuient, de peur d'être liés. Un silence lourd s'installe dès que Thomas ou Chloé s'approchent. Plus personne n'ose être trop proche, pas quand la chute pourrait les entraîner tous. La paranoïa s'installe, douce et sournoise, entre les murs de leur petit royaume. Un soir, je les ai vus se disputer devant le gymnase. Thomas crie après le meilleur ami de Chloé, l'accuse d'avoir parlé aux membres du conseil de discipline. Il dit qu'il a vendu les informations pour sauver sa propre place dans l'équipe. Chloé intervient, prend la défense de son ami et accuse Thomas d'avoir attiré les problèmes sur tout le groupe avec ses tricheries et ses tests antidopage. Les mots sont durs, tranchants, ils ne se retiennent plus. Les autres membres du groupe restent en retrait, personne ne prend parti. Chacun garde ses distances, de peur de devenir la prochaine cible. Ils commencent à se dénoncer les uns les autres pour des fautes minimes, pour se débarrasser du soupçon qui pèse sur eux. Ils se font la guerre entre eux, pour sauver leur peau. Chacun cherche à protéger ce qu'il a construit, peu importe qui il écrase sur le chemin. Jamais ils ne se demandent qui a vraiment commencé tout ça. Jamais leur regard ne se tourne vers l'ombre où je suis assise. Je reste là, je mange mon sandwich, je tourne la page de mon cahier et je laisse la paranoïa faire son travail. Elle ronge leurs liens de l'intérieur, 1 centimètre par jour. La semaine de la remise des diplômes approche. Il reste 7 jours exactement avant la cérémonie qui marquera la fin de l'année scolaire. Tout est prêt pour le coup de grâce. J'ai passé 2 mois à construire ce dossier, chaque preuve triée, chaque fichier classé par ordre d'impact, chaque lien vérifié 2 fois. C'est une bombe numérique, réglée pour exploser à l'heure où tout le monde se prépare pour la fête. J'ai rassemblé toutes les preuves contre Thomas. Les échanges de mails sur les tests antidopage falsifiés, les captures d'écran des textos échangés pendant l'examen d'économie pour tricher, les témoignages anonymes que j'ai glanés auprès d'autres joueurs de l'équipe qui en avaient marre de ces privilèges. J'ai ajouté tout ce qui concerne Chloé, les relevés bancaires complets, les factures originales, les conversations où elle parle d'elle-même de l'argent détourné, sans même chercher à cacher ses actes. Je ne mens pas. Je ne forge rien. Je ne fais que mettre en lumière ce qu'ils ont caché eux-mêmes. Ce soir, je suis assise devant mon écran, le dossier nommé « Final, Blo, Zip » ouvert sur le bureau. Mes doigts reposent sur le clavier.
Mon cœur bat plus fort que d'habitude. La tension grimpe dans mes poignets. Je sens chaque battement monter jusqu'à ma tempe. J'ai vérifié tous les destinataires. Le fichier sera envoyé à toute la liste des parents d'élèves du lycée. Il sera publié sur le site d'information du lycée, accessible à tous. Il sera transmis directement au bureau d'admission des universités où Thomas et Chloé ont postulé. Ça ne laissera aucune place à l'excuse. Ça ne laissera aucune chance à leur réseau de sauver ce qu'ils ont construit. Leurs réputations seront détruites. Leurs admissions seront annulées. Ils ne pourront pas se relever de ce coup, pas cette année, pas après ce qu'ils m'ont fait. J'ai passé des mois dans l'ombre. J'ai attendu le bon moment. Le moment est venu. Je déplace le curseur sur le bouton « Envoyer ». Je m'arrête une seconde. Je respire. Tout est prêt. Toutes les preuves sont en place. Une notif clignote. Une mise à jour sur le serveur du lycée vient d'apparaître. Elle concerne Léa. J'avais oublié Léa. Pourtant pilier des Invincibles et meilleure amie de Chloé depuis le collège. J'avais oublié d'isoler son dossier. Mon curseur se pose sur la notification. Je clique, le cœur serré. Je lis les lignes. Au bal, quand tout le monde riait, Léa était la seule à rester silencieuse. Son regard était triste. Elle a tenté de me tendre une serviette, mais Thomas l'a violemment écartée. Rien à voir avec les crimes de Thomas et Chloé. Son seul secret est une triche à un devoir de français. Tout est lié dans mon dossier. Diffuser ces preuves, c'est anéantir les Invincibles et sacrifier Léa. Diffuser ce dossier brisera l'avenir de Léa. Elle perdra sa fac d'art, victime collatérale de ma vengeance aveugle. Mon doigt est suspendu au-dessus de la touche entrée. Mon corps se fige, incapable de porter le coup fatal. Mon cœur bat la chamade, si fort que j'entends ses battements dans mes oreilles. Il couvre le bruit du vent qui souffle contre la fenêtre de ma chambre. Le silence de la nuit devient assourdissant. Il pèse sur ma poitrine. Je peux à peine respirer. 2 options sont devant moi, aussi nettes que 2 lignes tracées à l'encre noire. La première, j'appuie sur Entrée. Je lance la diffusion du dossier complet. Je règle mes comptes avec tout le cercle des Invincibles, sans exception. La vengeance sera totale, propre, nette. Aucun d'eux ne s'en sortira, mais Léa paiera pour les crimes des autres. Elle deviendra la victime collatérale de ma douleur. Elle perdra tout ce qu'elle a construit toute sa vie, son rêve le plus cher. La deuxième, je retiens le coup. Je dois tout modifier. Je dois extraire chaque information concernant Léa ligne par ligne, modifier les logs du serveur un par un, effacer toutes les traces de mon passage. C'est un travail de plusieurs heures, extrêmement risqué. Une seule erreur, et je suis démasquée. Tout mon travail s'écroulera. Ou alors, je dois abandonner complètement. Je laisse tomber la vengeance. Je laisse Thomas et Chloé s'en sortir, et je reste à jamais la paria humiliée, celle qui n'existe pas. Mon doigt tremble. Je le vois qui oscille sur l'écran, à quelques millimètres du curseur. Je me pose la question qui coupe ma poitrine en deux. Est-ce que je suis devenue comme eux ? Est-ce que je suis devenue un monstre qui sacrifie une innocente pour apaiser ma propre haine ? Est-ce que toute cette vengeance, toute cette justice que je croyais rendre, n'est qu'un moyen de satisfaire mon propre ego ? La pendule au mur fait tic-tac. Chaque seconde qui passe pèse plus lourd que la précédente. Elle marque 1h du matin. Je regarde la photo de Léa sur l'annuaire du lycée qui reste affichée à côté du dossier. Elle sourit. Elle tient son carnet de croquis dans sa main. Je respire à peine. Mon doigt est toujours suspendu. Le moment de vérité est là. Je dois choisir. Je prends une grande inspiration. L'air froid de la nuit de fin mai entre dans mes poumons. Il me brûle la gorge. Je retire mon doigt de la touche « Entrée ». Je ne choisis pas la vengeance totale. Je choisis de sauver Léa. Je déplace mon curseur. Je clique sur le dossier. J'ouvre l'arborescence des fichiers, ligne par ligne. Je dois extraire chaque bribe d'information qui concerne Léa. Je dois couper tous les liens qui la rattachent aux fautes de Thomas et Chloé. Je dois modifier chaque log d'accès au serveur, effacer chaque trace de ma modification. C'est un travail de titan.
Chaque ligne demande une concentration absolue. Une seule erreur, et le pare-feu du serveur central me détecte. Toutes mes traces seront exposées. Je commence. L'heure tourne. 1 heure, 2 heures, 4 heures. Mes mains tremblent constamment au-dessus du clavier. Mes yeux brûlent. Chaque clic est lent, précis, retenu. J'ai presque été détecté la première fois, au bout de 2 heures. Le pare-feu a signalé une modification non autorisée dans la table des accès. J'ai dû corriger le tir en moins de 10 secondes. Mon cœur battait à se rompre la cage thoracique. La deuxième fois, c'est au bout de 4 heures. Une mise à jour automatique du serveur a failli écraser mon travail. J'ai dû sauvegarder 3 copies du fichier, sur des supports différents, pendant que la barre de progression défilait plus lent que la mort. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je n'ai pas le droit de me tromper. Les 6 heures passent une par une. Le ciel commence à s'éclaircir derrière les volets. Je suis toujours là, les doigts sur le clavier, les yeux rivés sur l'écran. Je touche au but, je clique sur la dernière ligne de code. Je valide la modification des logs. Je ferme l'éditeur de texte. Je sauvegarde une dernière fois le fichier sur mon disque dur externe. Mes doigts se détachent du clavier. Ils sont engourdis, froids. Je ne sens plus presque mes articulations. Ma nuque est raidie, mes épaules sont en compote. Mes yeux me brûlent tellement que je dois les fermer pendant 10 secondes pour chasser la brume qui flotte devant mes pupilles. J'entends les oiseaux qui commencent à chanter dehors, derrière la fenêtre. Je soulève les volets. La première lumière du soleil entre dans ma chambre, douce et dorée. Elle baigne l'écran de mon ordinateur. Elle éclaire les lignes de code qui restent affichées. Je me penche vers l'écran. Je déroule la liste des noms dans le dossier final, un par un. Thomas, Lucas, Chloé, Julien. Je m'arrête. Je parcours la liste à nouveau, de haut en bas. Le nom de Léa n'est plus là. Il a été effacé. Tous les liens sont rompus. Seuls les coupables restent dans la liste, leurs fautes intactes, toutes leurs preuves bien rangées, prêtes à être diffusées. Je relâche mes épaules. Je laisse tomber mon dos contre le dossier de la chaise. La tension qui me serrait le ventre depuis le bal fond peu à peu. Plus là. Il a été effacé. Tous les liens sont rompus. Seuls les coupables restent dans la liste, leurs fautes intactes, toutes leurs preuves bien rangées, prêtes à être diffusées. Je relâche mes épaules. Je laisse tomber mon dos contre le dossier de la chaise. La tension qui me serrait le ventre depuis le bal fond peu à peu. Je n'ai pas sacrifié une innocente pour apaiser ma douleur. Je n'ai pas détruit la vie de quelqu'un qui ne m'a jamais fait de mal. Je n'ai pas suivi la voie de la cruauté qui a animé ceux qui m'ont humilié. Je ne suis pas devenu un monstre comme eux. J'ai choisi de donner ce qu'ils ne m'ont jamais donné, la justice. Pas la vengeance aveugle qui dévore tout sur son passage. Pas la haine qui transforme la victime en bourreau. J'ai gardé mon humanité. C'est la victoire la plus importante que j'ai gagnée ce jour-là. Maintenant, je regarde en arrière et je me pose cette question. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous tout brûlé, quitte à détruire des innocents pour obtenir une justice totale? Ou auriez-vous pris le risque de tout perdre pour sauver la seule personne qui vous a tendu la main? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir comment vous auriez géré ce dilemme. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, de partager ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. On se retrouve très vite.